Bonjour à tous. Alors effectivement, on a déjà parlé ce matin de beaucoup de traitements dans l'arsenal thérapeutique des tendinopathies. Je vous en montre ici pas mal. Donc vous voyez qu'on a un large choix. C'est pas évident de savoir ce qui marche pas pour nos patients. Avec ici les différents traitements infiltratifs qu'on a déjà vus dans la matinée. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre encore ? Pas un petit café, donc d'ailleurs, pour essayer de vous stimuler un petit peu dans cette période postprandiale, je vais essayer de vous redynamiser un peu avec cette photo. Notre bon vieux Georges va nous répondre à cette question. Voilà, avec plein d'autres complexes. Alors, ce ne serait peut-être pas lui qui les aurait dit. Je ne vais pas tous les lire parce qu'on va les traiter un par un. Je les ai juste classés en deux groupes. Les premiers en haut sont ceux qui cherchent plutôt à induire un petit traumatisme local pour stimuler la cicatrisation ou agir sur lutter notamment contre la néovascularisation. Et en bas, ce sont des substances qui vont directement stimuler les processus de fabrication, de cicatrisation. Pardon. Alors, il y a l'uronique. Tout d'abord, vous le connaissez, je pense, dans d'autres contextes. Voilà. C'est pas toujours très bien réussi. Pour rester plus dans notre domaine, vous le connaissez peut-être plutôt comme ça, en intra-articulaire, dans les pathologies arthrosiques, on en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce que c'est cet acide hyaluronique ? En fait, c'est un glucosaminoglycane, donc c'est une association de deux résidus glucidiques, l'acide uronique et la glucosamine, qui fait partie de façon importante de la matrice extracellulaire. On est présent dans de nombreuses structures, notamment les tendons, les ligaments, dans l'humeur vitrée. Et il participe donc de façon naturelle au bon glissement du tendon ainsi qu'à sa nutrition. Sur le plan thérapeutique, donc lorsqu'on administre cet agent, ce qui est observé, ce qu'on souhaite améliorer, c'est le glissement du tendon, de lever les adhérences avec un effet anti-inflammatoire. On cherche à améliorer l'architecture, la structure fibulaire du tendon et sa viscoélasticité. Et ça améliore également d'une part la sécrétion endogène donc spontanée, physiologique de l'acide hyaluronique, et en même temps ça limite sa dégradation par l'organisme. Également une discussion, tout le monde entend que ce sont les acides hyaluroniques de poids moléculaire qui sont les meilleurs, mais certains auteurs disent que c'est pas tant le poids moléculaire, que c'est peut-être plutôt la dose totale administrée qui joue. Encore des questions en suspens. Alors le délai traité par pathologie, que ce soit plus simple, donc je vous ai sélectionné quelques études et une méta-analyse, simplement pour vous montrer que le site d'injection déjà varie, intra-articulaire ou sous-acromial. Les modes d'administration aussi, entre 2 à 5 injections, avec des délais variables entre 2 injections, parfois associés à un traitement par physiothérapie ou non. Le contrôle également variable, soit de traitement infiltratif. La physiothérapie, c'est au sens large, plutôt au sens thérapie physique, ou pour la dernière étude des ondes de choc, et avec des résultats donc, qui sont plutôt favorables, aussi bien sur les scores fonctionnels que les scores de douleur. Avec en fonction des études, bien sûr, c'est pas les mêmes scores utilisés, c'est pas les mêmes délais de suivi. L'étude de Flores, l'avant-dernière, qui montrait aussi une diminution de la kinésiophobie dans le groupe acide hyaluronique, ou la dernière étude de Friziero avec une amélioration qui était plus rapide en termes de douleur et de fonction en comparaison là aux ondes de choc. De façon un peu plus synthétique, Lin, en 2019, donc récemment, sorti une méta-analyse où là, tout simplement, on ne peut pas conclure. Les niveaux de preuve sont insuffisants vu des études, ce qui a déjà été largement dit ce matin. Donc, au niveau du membre supérieur, on descend d'un étage. Sur l'épicondylite latérale, la plus grosse étude, c'est celle-ci, celle de Petrella, qui a une dizaine d'années, avec 331 sportifs ERC pour essayer randomisés et contrôlés, donc plutôt des bons niveaux de preuve. Pour des sportifs de raquettes, avec là des bons résultats, à aussi bien court terme jusqu'à long terme, jusqu'à 1 an, et un retour au jeu sans douleur, donc au sport sans douleur, d'environ 18 jours de délai, sachant que le groupe contrôle, lui, n'était pas réussi à ne plus avoir de douleur lors du sport. Des revues qui ont un peu des résultats contradictoires ou pas, qui ne vont pas exactement dans le même sens. Celle de Coombs en 2010, où là, était plutôt favorable, aussi bien court terme que jusqu'à long terme. Deux autres revues qui là sont un peu moins tranchées. On pense que ça marcherait, mais pareil, le niveau de preuve n'est pas assez important. Et enfin, une étude ouverte un peu plus récente, où là, des paramètres de douleur étaient améliorés, également des paramètres échographiques. Voilà, c'est quand même de temps en temps, dans certaines études, ils parlent aussi des paramètres échographiques. Bon, j'en parle pas trop, pour pas trop alourdir le topo.
les tendinopathies donc des membres inférieurs, patellaires et achilléennes. Protocole d'injection variable, une intra-injection. Yakuma en 2014 qui a donc étudié ces tendinopathies, également la fascie plantaire à une semaine. Alors, c'est très particulier, on ne peut pas en conclure grand-chose une semaine, mais bon, il a trouvé que c'était efficace dans ces 3 indications. Foglet donc, a ainsi montré une amélioration de la douleur et une diminution de l'épaisseur du tendon. Moneta en 2012 retrouve dans la tendinopathie patellaire des bons niveaux de retour au sport sans douleur. Et pour la tendinopathie achilléenne, donc Linen en 2017, qui a comparé d'une part l'osténie tendon, donc en acide hyaluronique, aux ondes de choc, avec là une supériorité de l'acide hyaluronique jusqu'à 6 mois sur le VA, donc la douleur, et le VISA, donc a parlé le professeur Cos ce matin. Donc c'est un score algo-fonctionnel avec la version A pour achilléenne et P pour patellaire. Encore une fois, les études sont souvent ouvertes, il n'y a pas toujours de contrôle, de faible effectif, avec des suivis parfois très courts, on a vu une semaine, donc encore une fois, difficile d'en tirer quelque chose. D'autres sites encore possibles, donc peut-être moins fréquents que les autres, ténosynovite de Carvin, plusieurs études qui retrouvent des bons résultats, et synovite décifibulaire, c'est plus anecdotique, seulement 2 patients, qui était parmi une étude qui qui évaluait plusieurs tendinopathies, avec des résultats possibles, mais bien sûr, 2 patients, bien sûr, on ne peut rien en tirer. En pratique, me direz-vous avec tout ça? Alors en France, le choix du produit est simple, il n'y en a qu'un qui a le marquage CE pour le tendon, c'est Osténil tendon, donc une seringue de 2 ml. Le site d'injection intra-tendineux, certains auteurs le font, mais c'est plutôt conseillé, notamment pour l'osténite tendon, de le faire soit dans la gaine synoviale quand il y en a une, ou en péritendineux. La question de l'intra-articulaire, on a vu certaines études pour la tendinopathie de coiffe le faisant intra-articulaire. La place dans l'arsenal thérapeutique, grande question. Est-ce que c'est en cas de contre-indication, ça a été évoqué ce matin, notamment en cas de diabète déséquilibré par exemple, pour les corticoïdes? Ou alors est-ce qu'on d'abord on fait une phase d'assèchement entre guillemets avec les corticoïdes et puis par après on vient stimuler la cicatrisation par l'acide hyaluronique? Point d'interrogation. 2 auteurs aussi évoquent un effet synergique, un réciproque entre l'acide hyaluronique et le PRP qui chacun potentialise l'effet de l'autre. Les protocoles d'injection, combien d'intervalles entre 2 injections, tout ça restera en question. Mais globalement, c'est très très bonne tolérance locale et générale. C'est vraiment anecdotique, les effets indésirables, en plus c'est pas sévère, c'est des douleurs pour l'injection, des petits signes inflammatoires, vraiment rien de méchant. La sclérothérapie. Encore une fois, vous connaissez peut-être la sclérothérapie dans le traitement des varices. En fait, qu'est-ce qu'on injecte? Non pas de la bière Fischer, je vous ai mis ça parce qu'en fait c'est une solution d'alcool, c'est le polydocanol qui est injecté. Il a des effets anesthésiques, on entraîne une sclérose d'endothélium, d'où l'indication dans les problèmes veineux. Et le but de ce traitement, c'est de limiter la néovascularisation qui s'accompagne souvent avec les tendinopathies, parce qu'avec ces nouveaux vaisseaux, ça s'accompagne souvent des fibres nerveuses nociceptives, et on pense que c'est elles qui sont à l'origine des douleurs dans les tendinopathies, ou au moins en partie. L'injection sous écho, notamment le Doppler, qu'on vous a un petit peu montré ce matin, là, les petits points rouges de couleur, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va viser pour essayer d'induire cette sclérose de l'endothélium, de cette néovascularisation. Alors les injections, il y a un peu de tout, de 2 à 7 injections avec des intervalles très variables de 2 à 6 semaines. Une étude à comparer de concentration, il n'y avait pas de supériorité entre les 2 dosages. Pareil, très peu d'effets indésirables, une seule rupture tendon d'Achille, 1 ou 2 je crois au total sur les études, donc c'est vraiment pas grand chose, sachant qu'Alfredson a quand même étudié plus de 400 tendons. Voici l'illustration. À gauche, donc avant l'infiltration, avec ce signal Doppler, donc la néovascularisation au sein du tendon. Et à droite, la disparition de cette néovascularisation grâce à la sclérothérapie au polydocanol. Les études maintenant, donc voilà, il y a un petit peu de tout, plutôt pour ou alors pas de supériorité au placebo, des études qui sont plutôt en faveur. Pour la tendinopathie d'Achille, donc certains trouvent qu'il n'y a pas d'effet plus important que le placebo, d'autres au contraire trouvent des résultats satisfaisants en termes de fonction, en termes de douleur. Alfredson trouve aussi que c'était intéressant d'y associer le travail en excentrique, parce qu'on a dit en général un pain d'infiltration sans traitement à côté rééducatif. Pour la tendinopathie patellaire,
Alors, il y en a qui l'a comparé à la chirurgie, trouvait que ça marchait moins bien que les chirurgies. Peut-être que les chirurgiens seront contents. Sur le plan positif, il y a Oxcrud qui a fait 2 études en 2006 et 2012. Il avait de très bons résultats à 4 et 12 mois sur sa première étude, mais par contre, en 2012, il a fait un suivi un peu plus long, avec un peu plus de patients, et là, les résultats étaient encore favorables en faveur de l'acide hyaluronique, mais de façon un peu moindre. Et dans l'épicondyle latéral, globalement, les études, que ce soit des revues ou des ERC, seront plutôt en défaveur de la supériorité de l'acide hyaluronique par rapport au placebo. Donc un peu en synthèse de tout ça, donc Oxcrud encore lui, qui a étudié 328 tendons avec peu d'essais randomisés contrôlés. Il conclut finalement que les résultats semblent plutôt prometteurs, mais encore une fois difficile à interpréter, puisqu'on ne sait pas si les effets attribués sont vraiment liés au geste fait au produit injecté, puisque souvent ce sont des études ouvertes et sans groupe contrôle, donc on ne sait pas si c'est simplement l'évolution naturelle ou les autres traitements associés éventuellement le cas échéant. Ensuite, la prolothérapie. Donc, en quoi ça consiste? C'est peut-être moins connu. En fait, on va injecter une substance irritante qui est hypertonique. C'est classiquement et le plus souvent le dextrose hyperosmolaire qui est employé. Le but est d'induire une réaction inflammatoire et de favoriser le remodelage du tendon, notamment en stimulant les fibroblastes qui vont produire plus de collagène et d'augmenter également la libération des facteurs de croissance. Le but, bien sûr, c'est de bien cicatriser le tendon et de le renforcer. Les injections sont faites au niveau de l'anthèse ou voire en intratendineux en utilisant technique de pépérine, donc du criblage, en faisant plusieurs points en fait au niveau du tendon, avec des injections très variables aussi, en général 3-4, vous voyez dans les études ça va de 2 à 12, avec un intervalle entre 4 et 6 semaines pour la plupart des études, entre 2 injections, avec des petits volumes qui sont injectés, et souvent c'est plusieurs points qui sont injectés, il y a plusieurs endroits douloureux, il y a plusieurs sites parfois d'injection. Pour l'épicondylite latérale, alors 2 revues qui trouvent encore une fois que ça pourrait être bien, mais qu'il n'y a pas de niveau de preuve suffisant pour l'affirmer. Un ERC récent de hyaluronique sur 120 patients qui lui n'a pas trouvé de différence à 12 mois. Il s'est servi du score PRTE, donc c'est un score algésique et fonctionnel, spécifique sur les douleurs des épicondylites. Donc pas d'amélioration sur ce paramètre, ni pour l'impression ressentie de changement par les patients. Là, dans ce cas-là, a été comparé la prolothérapie seule, la physiothérapie, encore une fois, au sens large, ou le traitement, les deux combinés. Une autre étude, donc un autre ERC de Scarpone, qui lui trouvait une amélioration aussi bien de la douleur que la force, en comparaison placebo, même encore à 4 mois. Pour la coiffe, une revue sur 5 URC, presque 300 patients qui ne trouvaient pas de supériorité. La prolothérapie avait les mêmes résultats que le soluté salé ou que les corticoïdes. Il évoque comme la possibilité que ce soit efficace, notamment en injonction aux thérapies physiques classiques. De nombreuses questions pratiques concernant l'injection, le volume, le site par exemple. Et Lynn aussi qui a fait donc, un ERC récent, comparaison par placebo, qui a trouvé une amélioration significative aussi bien sur la douleur que les scores fonctionnels et les amplitudes articulaires, mais c'était seulement à 2 semaines et qui n'a pas été maintenu à 6 semaines. Elle a aussi comparé l'épaisseur tendineuse qui là pour le coup n'avait pas changé, était la même avant l'injection et au contrôle à 2 et 6 semaines. Les autres tendinopathies, donc Achille, un seul ERC, très peu d'études à ce moment-là, donc versus rééduqué excentrique ou versus traitement combiné, avec une amélioration des symptômes qui était plus rapide dans le groupe prolothérapie, qu'il y ait ou non la rééducation excentrique associée. Mais finalement, on récupère plus vite, mais à 12 mois, les résultats étaient identiques. Carnet, qui ne se mouille pas, disait qu'on ne pouvait pas conclure. Fascite plantaire, donc là pareil, c'est plus anecdotique, il y avait seulement une étude dessus, c'était supérieur au stretching à moyen terme. Rapidement, un mot sur les inhibiteurs métalloprothèse matricielle, donc IMPP. Le produit le plus utilisé, c'est la protéinine, donc qui va inhiber l'activité de certaines enzymes qui vont sectionner certaines protéines, notamment les collagénases, donc qui vont altérer le métabolisme au niveau du tendon.
Là, il y a un effet indésirable connu, certes pas fréquent, mais quand même possible, la réaction anaphylactique. Concernant la tendinopathie d'Achille, 84% des patients étaient améliorés. Pour les tendinopathies du tiers moyen, un petit peu de moins résultat si c'était une anthésopathie. Une autre revue, par contre, même plusieurs autres revues, même associées à un traitement excentrique, ne trouvaient pas d'amélioration en comparaison au placebo. Pour la tendinopathie patellaire, là, les résultats étaient plutôt satisfaisants en comparaison aux corticoïdes ou au sérum salé à 1 an, et de même que dans l'étude de Dorchard, donc avec 69% de patients satisfaits. Encore de petites choses, donc là vraiment plus à la marge. Le glycosaminoglycane polysulfaté qui ressemble à l'acide hyaluronique. Actuellement, c'est utilisé dans l'arthrose de cheval, si j'ai bien compris. Donc, utilisé dans l'épicondyles latérales, qu'une étude en plus ancienne. Hein, pour les deux, ce sont des études anciennes, donc ça n'avait pas l'air de marcher. Et pour tendinopathie d'Achille, il y en avait un qui avait l'air de trouver que ça marchait mieux que l'indométacine, donc en anti-inflammatoire par voie orale. Mais voilà, c'est vraiment des études anciennes, il n'y a pas vraiment de choses récentes là-dessus. Quelque chose par contre de plus récent qui semble se développer, c'est le high volume injection. Donc on injecte des volumes assez importants, de 50 ml à peu près, où là donc souvent la grande partie du volume c'est un solide dessalé, auquel on ajoute un anesthésique local et éventuellement selon les cas la cortisone ou pas. Le but c'est également donc de diminuer cette néovascularisation et les néovaisseaux qui s'y associent. Tendinopathie d'Achille, donc dans ce traitement-là n'avait pas de supériorité par rapport aux ondes de choc dans une étude très récente de Wheeler. D'autres études trouvaient de bons résultats à long terme en utilisant le dry needling. Tendinopathie patellaire, là, des études sondées aussi plutôt favorables. Il y en a même un qui a combiné ce high volume, il a mis de la protéine, donc un inhibiteur de métalloprotéase en plus. Donc il a combiné différentes thérapeutiques. Au final, me direz-vous, c'est un peu compliqué toutes ces études. Je vous ai pris de 3 méta-analyses pour essayer de faire le point. Donc la première ici de lignes récentes en 2019 pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, avec en haut le score de douleur et fonction à 12 semaines et en bas la douleur à 24 semaines, donc selon les différents traitements qui ont été analysés. Alors pour l'acide hyaluronique, on ne peut pas conclure. Pour changer. Pour la prolothérapie, par contre, là, on a trouvé un effet significatif en comparaison de placebo à long terme. Vous voyez ici que tout ce qui est de ce côté ici, c'est en faveur du traitement injecté, hein, donc là de la prolothérapie. On est vraiment loin de la ligne 0 qui serait la ligne où les deux traitements seraient équivalents. Ensuite, concernant l'épicondylite latérale, donc la revue de Croc de 2013, je vous ai mis un code couleur pour que ce soit plus facile à repérer. Ici, donc, concernant les cortisones, les phantalgiques, qu'on a dit ce matin, hein, qui est quand même notable, mais de courte durée, de moins de 8 semaines, peut être un effet délétère avec un risque de rupture. Pour les PRP, donc, on descend ici, les résultats sont un peu controversés. Ça pourrait être supérieur aux corticoïdes et au placebo, mais il n'y avait ici qu'une seule étude. Pour la prolothérapie et l'acide hyaluronique, on descend en rouge. Les résultats, vous voyez, donc là c'est inversé avant, hein, c'est ce qui est en faveur du traitement et du côté gauche ici. On est plutôt bon, mais pareil avec une seule étude. Et pour la sclérothérapie glucosaminoglycane, là c'était pareil au placebo. Au total, aucune recommandation ne peut en être tirée. Et enfin, mon petit mot rapide pour la tendinopathie d'Achille, encore une revue là, de Kearney en 2015, avec voilà, des traitements qui globalement chevauchent la ligne médiane. Et pareil, une levée de preuves, quoi qu'il en soit, insuffisant pour pouvoir en tirer des recommandations. Donc pour conclure, il y a beaucoup de substances encore quand même qui sont possibles, très bien tolérées, un très peu d'effets secondaires peut-être à la différence des cortisonés. Traitement de deuxième intention, encore pas forcément un traitement de dernier recours, qui serait peut-être plutôt dans souvent bien des cas la chirurgie. Intégré dans une prise en charge plus large, hein, bien sûr, on ne fait pas juste une injection et au revoir, merci monsieur, merci madame. On fait également les étirements, la thérapie physique classique, éventuellement des tests volontaires, l'adaptation du geste sportif, le poste de travail, toutes ces choses-là. Des études donc, de faible qualité méthodologique, hein, aussi bien concernant l'effectif, le suivi, l'absence de contrôle. Peu d'études sur les sportifs où souvent en fait c'est pas décrit, c'est pas pareil c'est sur une tendinopathie chez un sportif de haut niveau qu'une tendinopathie chez quelqu'un de plus âgé.
qui fait un travail manuel d'ouvrier par exemple. Et bien sûr, bon, pas de scoop, hein, vu que personne ne peut rien conclure pour l'instant, il faut des études complémentaires, si possible très bonnes sur le plan méthodologique, avec pour but de vraiment confirmer non l'efficacité de ces traitements. Quel type de tendinopathie? C'est vrai que c'est très peu décrit. Est-ce qu'il y a une fissure ou pas? On est à quel délai? 3 mois, 6 mois, 8 mois? Qu'est-ce qui a déjà été essayé auparavant ou non? Les protocoles d'injection, hein, combien d'injections, quel volume, 1, 2 ou 3 injections. Et l'effet synergique, donc ça par contre, ça peut vraiment être, alors bien sûr avec les thérapies physiques, mais peut-être certaines d'entre elles, l'acide hyaluronique et le PRP ou l'acide hyaluronique et le corticoïde, par exemple.